La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 25 mars 2024 qui est titré ce matin « Mais où sont les ours ?» Les taureaux haussiers ont en effet maintenu la tête des ours baissiers sous l'eau la semaine dernière sur les marchés boursiers. Le principe du « en même temps » appliqué à l'économie donne à peu près ça. Les taux sont élevés, mais en même temps l'économie repart. En tout cas aux États-Unis. Par conséquent, la situation est bonne pour les détenteurs d'actifs et peut même encore s'améliorer si les taux venaient à baisser. Quant aux contrariétés de l'époque, creusement du fossé Est-Ouest, élections américaines, inégalités accrues, dette privée, dette publique, etc., eh bien elles sont balayées par cette fuite en avant. Les marchés actions mondiaux ont presque tous gagné du terrain la semaine dernière, mais avec des écarts parfois considérables. Il y a quand même un indice important qui a raté le bon wagon, c'est le CAC 40 français. Il a affiché un bilan légèrement négatif, environ moins 0,15% sur la semaine précédente, tout ça à cause d'une Keringade ou plutôt d'une Guccirie. La marque phare de l'empire de François-Henri Pinault a forcé Kering à annoncer que ses performances du premier trimestre 2024 seront inférieures aux attentes du marché. Or on sait que quand le luxe tousse, eh bien la bourse de Paris s'enrhume. Bilan, moins 16% pour Kering sur la semaine et moins 4% pour LVMH. On comprend mieux dès lors, compte tenu du poids du luxe dans l'indice français, la contre-performance du CAC 40. Les tribulations de Gucci en Chine, je parle de Chine parce que c'est là-bas que la marque italienne est en souffrance, n'ont pas provoqué d'onde de choc sur les autres marchés. Les gains ont ainsi atteint 1% pour le Stoxx Europe 600 qui a été devancé par le S&P 500 qui a gagné 2,3% et surtout par le Nikkei 225 japonais à plus 5,6%. L'indice japonais a salué la première hausse de taux de la BOJ en 16 ans, ça signe la fin des taux négatifs et un début de commencement d'ébauche de normalisation. Mais ce que les investisseurs ont surtout noté, c'est que les choses vont continuer à bouger très lentement en matière de politique monétaire au Japon, ce qui leur va finalement assez bien. Ils peuvent continuer à faire du carry trade tranquillou tout en profitant du rebond structurel des actions japonaises. Autre enseignement de la semaine dernière, le sport c'est vraiment nul. Les actions Nike ont perdu 7% après des prévisions plutôt quelconques, pendant que celles de Lululemon ont sombré de 16% à peu près pour les mêmes raisons. Très honnêtement, à l'heure des médicaments qui font maigrir et de l'IA qui fait le job, pourquoi s'embêter à transpirer ? Enfin, troisième leçon de la semaine, les banques centrales occidentales ne vont pas tarder à baisser leurs taux, cette fois c'est sûr. Enfin, c'est pas vraiment plus sûr que la dernière fois, mais on s'en persuade sur les marchés. La preuve, la Banque nationale suisse a réduit ses taux la semaine dernière et la Banque d'Angleterre s'est montrée relativement optimiste sur le sujet. D'ailleurs, la Fed n'avait pas vraiment dit autre chose mercredi. Le marché est donc content, cela dit, il n'était pas particulièrement déprimé non plus d'apprendre que les banquiers centraux américains continuent à nourrir quelques doutes sur l'évolution de ce taux. On est donc optimiste sur les marchés financiers, mais on est prêt aussi à encaisser des mauvaises nouvelles du moment que ce sont de petites mauvaises nouvelles. D'ailleurs, vous savez que j'aime bien prendre le contre-pied des choses, alors je vais vous donner quand même deux avis divergents sur ce point. D'ailleurs, on dit pas divergent, on dit contrarien en franglais, ce qui signifie que ce sont des gens un petit peu isolés par rapport au courant majeur, mais qu'ils deviendront follement tendance s'ils ont raison. Premier candidat, j'ai lu dans le Financial Times une interview de l'économiste en chef de la société de gestion Apollo qui pense que la Fed ne baissera pas ses taux du tout cette année. Thorsten Slock, qui semble plus danois que portugais, cette réflexion n'a rien à faire là, je suis désolé, explique dans l'entretien au FT que la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux pour que ça aille plutôt bien, enfin sauf pour les petits salaires qui n'intéressent pas beaucoup la bourse et qui ne pèsent pas lourd dans les stades de consommation. L'économiste pense aussi que nous sommes dans une bulle d'IA dont l'effet secondaire est qu'elle fait progresser les valeurs technologiques et du coup, elle entraîne l'assouplissement des conditions financières, ce qui complique le job de la Fed. Autre candidat contrarien, Raphaël Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, qui a pour sa part indiqué vendredi qu'il n'entrevoit plus qu'une seule baisse de taux cette année au lieu de 3. Pourquoi ? Parce que l'inflation reste élevée et que l'économie est forte. Alors ce n'est pas vraiment une surprise, car Raphaël Bostic est clairement dans la volière des faucons. Les faucons, je vous rappelle que ce sont les banquiers centraux orthodoxes qui sont adeptes d'une ligne politique ferme, qui n'aiment pas vraiment faciliter la vie du marché et qui prennent probablement des bains glacés en hiver en se flagellant avec des orties fraîches. On les oppose généralement aux colombes, ça c'est les banquiers centraux qui sont tout gentils et tout mignons et qui aident toujours les gens en baissant les taux. Je complète avec les informations marquantes du week-end. D'abord, un attentat sanglant a été revendiqué par l'État islamique. Il a fait plus de 130 morts à Moscou dans une salle de spectacle. La Chine bloque l'utilisation des puces Intel et AMD dans ses ordinateurs du gouvernement. C'est une illustration additionnelle de la guerre économique que se livrent Pékin et Washington. Joe Biden a signé un plan de financement de 1200 milliards de dollars. Ça évite ainsi une nouvelle impasse budgétaire aux États-Unis. Et Fitch a révisé la perspective de la note crédit du Royaume-Uni de négative à stable, c'est donc une nouvelle positive. Fitch qui a confirmé la notation AA- de la dette du pays.
J'anticipe un petit peu, mais vous noterez aussi que plusieurs marchés seront clos vendredi 29 mars prochain pour Pâques. Les places de Paris, Zurich et Bruxelles notamment seront aussi fermées le lundi 1er avril. Le week-end de Pâques marquera également le passage à l'heure d'été en Europe. 3 semaines après l'Amérique du Nord, ça signifie que le décalage horaire habituel reprendra ses droits entre les deux rives de l'Atlantique. Sur l'agenda macroéconomique hebdomadaire, les investisseurs vont rester attentifs à la grosse série d'indicateurs américains. Il y aura notamment de l'immobilier, de la confiance, la dernière estimation du PIB, etc., etc. Il y aura aussi en point d'orgue l'inflation PCE de février qui sera annoncée vendredi, juste avant un discours de Jérôme Powell pour clore la semaine. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon perd 1% après avoir flambé la semaine précédente. Le yen s'est redressé, ça explique la baisse, après que les autorités ont laissé entendre que les mouvements autour de la devise sont spéculatifs. Comme disait Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que c'est le signe que le Japon pourrait intervenir pour soutenir sa monnaie. En Chine, Hong Kong et Shanghai sont en légère progression autour de 8 heures. Il y a là aussi une histoire de devise à raconter. La Banque centrale, la PBOC, a fixé un taux de référence plus élevé que prévu pour le yuan. Ça a l'air de rien comme ça, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais quand la PBOC fait quelque chose d'inhabituel, les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Il faut aussi noter que le Premier ministre Li Qiang, qui a encore parfois voix au chapitre, a estimé que la politique de Pékin va aider la croissance et que les risques systémiques sont intégrés. Cette incantation n'a pas suscité un grand enthousiasme, il faut le dire. La situation chinoise est d'ailleurs très bien résumée par Wei-Cern Ling de l'Union bancaire privée au micro de Bloomberg. La Chine ne doit pas seulement raconter aux investisseurs l'histoire qu'ils veulent entendre, elle doit leur raconter une histoire encore meilleure que celle qu'ils veulent entendre. Et ça résume vraiment très bien la situation dans laquelle est la Chine actuellement. L'Inde est fermée pour la fête des couleurs, la Corée du Sud perd 0,3% pendant que l'Australie gagne 0,5%. Du côté des indicateurs avancés européens, on est légèrement baissier pour ouvrir la semaine boursière. On enchaîne sur l'actu des sociétés en France. Danone a reçu les autorisations de Moscou pour céder sa filiale russe. Stellantis va licencier environ 400 personnes aux États-Unis. Par ailleurs, le groupe pourrait mettre à disposition son usine polonaise pour permettre à son partenaire chinois Leapmotor d'y produire des véhicules. Guillaume Faury, le patron d'Airbus, pense qu'il est possible de faire entrer d'autres partenaires dans le projet SCAF. On a une ambiance qui est toujours au beau fixe manifestement chez Atos. Le groupe fait savoir ce matin que David Layani, qui est fraîchement entré au conseil d'administration et dont le groupe est actionnaire du groupe, a préféré présenter son plan pour le redressement au Figaro plutôt qu'au conseil d'administration. Atos publiera ses résultats 2023 demain matin. Ovalto quitte le holding de contrôle de GL Events. Micropole a fait suspendre son cours de bourse après avoir reçu une marque d'intérêt non sollicitée en vue d'une offre, et Carmat a repoussé de 2 ans la maturité de ses prêts bancaires et procède à l'équitisation de son prêt BEI. L'activité est financée jusqu'au milieu du mois de mai et nécessite encore 35 millions d'euros pour 12 mois de visibilité. Du côté des principales publications de résultats aujourd'hui, on a Exaom qui a déjà publié et Quadient qui doit le faire. À l'international, la FAA, l'autorité aéronautique américaine, envisage de limiter les itinéraires de United Airlines après une série d'incidents de sécurité. Ageas, l'assureur belge, renonce à déposer une offre sur Direct Line. Iberdrola a réduit de près des 2/3 ses ambitions de production d'hydrogène vert en 2030 après des retards dans l'obtention de financements pour certains projets. Du côté de Qualcomm, on met fin à l'offre de rachat de l'entreprise israélienne Autotalks à la suite d'une enquête antitrust. Amazon va faire appel de l'amende imposée par le gendarme français dans l'affaire de la surveillance du personnel. PostNL a conclu un accord avec les syndicats pour une hausse de 19% des salaires des livreurs de janvier 2024 à décembre 2025, et Nissan vise une croissance des ventes d'1 million de véhicules au cours des 3 prochaines années selon son nouveau plan stratégique dévoilé ce matin. Par ailleurs, Bosch, Lennox et Samsung se disputent les actifs de Johnson Controls dans le domaine HVAC. Booking est dans le collimateur du régulateur italien pour son programme de partenariat privilégié. La FDA américaine a approuvé le traitement d'ABBV contre le cancer de l'ovaire, et les groupes de producteurs de cannabis comme Aurora et Canopy flambent après l'adoption par l'Allemagne d'une loi sur la légalisation partielle. Enfin, la société technologique Ibotta, soutenue par Walmart, demande à être introduite en bourse aux États-Unis. Du côté de l'agenda des publications du jour, on a en Europe Kingfisher, Synlab, Technogym ou encore Adesso aujourd'hui. Ce premier point de marché boursier de la semaine est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une excellente semaine.